Alors bonjour, je suis Cécilie Aguirre, je me suis présentée brièvement tout à l'heure. Donc je suis restauratrice textile. Mon métier de restauratrice m'a amenée à m'intéresser aux teintures naturelles. J'ai fait de nombreuses recherches pour justement pouvoir les introduire dans mon activité professionnelle. Et aujourd'hui, je suis formatrice en teinture naturelle et j'ai aussi, depuis 2017, voulu remonter la chaîne de la couleur végétale. Et j'ai créé une micro-ferme, la micro-ferme des Lilas, qui est en vallée de Chevreuse, où je cultive des plantes tinctoriales, entre autres. Au tout début, le projet était beaucoup axé sur la pédagogie et aujourd'hui, je fais de la pédagogie et aussi je commercialise en petite quantité mes plantes tinctoriales via une AMAP, la première en son genre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des teintures naturelles, bien sûr, et comment justement je vais voilà, essayer de déconstruire des idées reçues sur les teintures naturelles pour faire renaître une pratique ancestrale et donc avec les contraintes et nouvelles technologies d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une démarche que j'ai eu à faire pour ma profession de conservatrice, restauratrice d'œuvres d'art, qui a une haute exigence en termes de qualité des produits que l'on utilise. Donc la première idée reçue, les teintures naturelles ne sont pas solides. Alors tout ça, ça a été le travail que j'ai réalisé. Donc j'ai travaillé pendant quelques années en collaboration avec le laboratoire de recherche des monuments historiques, où j'ai pu tester différents procédés, différentes plantes, et en faisant des tests de solidité lumière essentiellement, je suis arrivée sur la conclusion que les anciens avaient. On n'a rien inventé. Il y a des plantes grand thym avec des procédés bien spécifiques et des plantes petit thym qui vont être beaucoup moins solides. Et les anciens savaient les utiliser à bon escient. Donc la qualité des teintures dépend d'une part d'un prérequis très important, la nature de la fibre, la qualité de cette fibre et sa préparation pour qu'elle puisse bien absorber la teinture. Deuxièmement, des process que l'on va mettre en œuvre et bien sûr du choix des plantes. Donc la deuxième idée reçue, les teintures naturelles sont fades. Alors, quand on voit ça, je pense qu'on n'a pas beaucoup besoin de parler. Il faut rentrer dans des musées, voir bien sûr ce qu'il y a eu comme production artistique avant le 19e siècle, avant les colorants de synthèse. Voir comment sur les tableaux les gens étaient habillés, avoir l'occasion d'observer des tapisseries et encore mieux le revers de certaines tapisseries. Ça, c'est un revers de tapisserie du XVIIIe siècle, par exemple, qui a des couleurs absolument fantastiques. Et puis l'expérience aussi de la teinture naturelle elle-même. Voilà, ça, c'est des tresses d'organzin de soie qu'on teint pour nos besoins en restauration d'œuvres d'art textiles. La troisième idée reçue, la gamme colorée est réduite. Donc là, on a le nuancier d'une fin de formation que j'ai donnée avec des stagiaires de Belgique, la Maison de la Laine, et on voit que on a des possibilités d'action en jouant sur les profondeurs de ton et en mélangeant aussi les produits tinctoriaux entre eux. En les dosant assez finement, on peut avoir des gammes infinies, comme on le fait avec les colorants de synthèse en fait. La seule chose, c'est qu'on n'obtiendra jamais des colorants fluo ou des colorants tellement vifs que seuls les colorants de synthèse peuvent faire. Mais voilà, est-ce que c'est l'idée aujourd'hui de garder de telles couleurs ? On peut remarquer aussi qu'avec les teintures naturelles, quelle que soit la façon dont on les mélange et on les met les unes avec les autres, il y a toujours une harmonie, l'harmonie de la nature qui est toujours là.
La quatrième idée reçue, la mise en œuvre est compliquée. Alors certes, aujourd'hui, on peut toujours faire les teintures naturelles à l'ancienne, et c'est super d'avoir le temps de pratiquer comme ça. Mais aussi bien dans ma profession qu'éventuellement dans des processus industriels, on va travailler avec justement des produits qui vont nous aider à réduire le temps de teinture et à mieux doser les couleurs, avoir des recettes qui soient plus reproductibles, on va dire. Donc pour ceci, on a aujourd'hui des industriels qui font des extraits de plantes tinctoriales que j'utilise pour la restauration, pour justement avoir la précision de la couleur et la reproductibilité de la couleur, et qui sont maniables de façon très simple. Ce sont des extraits hydrosolubles, en fait. Par contre, on a toujours la contrainte des teintures naturelles qui nécessitent, pour avoir une bonne solidité, 2 étapes successives. La première étape qui est la préparation de la fibre, et la deuxième étape, la mise en couleur, la teinture. La 5e idée reçue, les teintures naturelles sont également polluantes et consommatrices d'eau et de surface agricole. Alors c'est vrai, c'est une question réelle à se poser très sérieusement. Donc si on choisit aujourd'hui de faire des teintures naturelles, il faut bien sûr se fixer des contraintes écologiques fortes. D'une part, ne pas utiliser n'importe quel produit. Ça n'aurait pas de sens faire des teintures naturelles avec des adjuvants toxiques. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font ça encore, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut aussi penser au cycle de l'eau. Donc les eaux usées de teinture naturelle sont beaucoup plus facilement recyclables que les eaux usées de colorants de synthèse. En termes agricoles, on peut aussi penser rotation de culture dans un cycle global. Par exemple, les plantes tinctoriales pourraient faire partie des rotations de culture des cycles de grande culture, par exemple. Au lieu d'avoir une surface en jachère, la mettre avec une parcelle d'indigo, une parcelle de gaude ou de garance, par exemple. Et on peut aussi penser, pour ne pas prendre justement sur des surfaces agricoles vivrières, à des recyclages de déchets, comme des déchets forestiers, des coupes d'arbres qui vont nous amener beaucoup de tanins, qui font aussi des couleurs intéressantes. On peut recycler des déchets alimentaires et on peut également recycler des déchets industriels comme par exemple les distillations d'huile essentielle, etc., où on a toujours une source végétale qui peut être aussi réutilisée à des effets de coloration. La 6e idée reçue, les teintures naturelles coûtent cher. Alors, c'est globalement vrai, surtout si on veut des couleurs rares, comme les rouges et les bleus, et dans des nuances saturées. Donc il faut vraiment prendre conscience que les couleurs de la nature sont et ont toujours été un luxe. Il n'y a que depuis le 19e siècle, en fait, l'apparition des colorants de synthèse où la couleur est devenue omniprésente et on ne se rend plus compte de cette richesse. Voilà. Donc les couleurs naturelles sont l'image d'un terroir. Elles ont demandé du temps et de l'attention avant d'arriver sur une étoffe. Elles doivent être valorisées comme telles sur de belles matières naturelles et durables. Donc concevoir aujourd'hui des produits avec des couleurs naturelles devrait être accompagné d'une communication adaptée. Donc ces couleurs nous enseignent la fragilité et la puissance du vivant, la rareté et la préciosité de la ressource, l'humilité et la sobriété à adopter face à la grandeur et à la complexité de la nature.